On ouvre ce magazine sur un livre enquête paru cette semaine en France, dans la continuité de ce qui a été publié plus tôt dans le magazine Society. Voilà le titre de cet ouvrage. Epstein, ce que vous n'avez jamais lu, cet ouvrage, on le doit à Frédéric Mansuy et Emmanuelle Andréani, co-rédactrice en chef chez Society. Bonjour à vous, Emmanuelle Andréani. Bienvenue Bonjour. sur le plateau de France 24. Cet ouvrage, je le disais, vous l'avez poursuivi dans la continuité de ce que vous aviez déjà publié au sujet de cette affaire tentaculaire autour de ce prédateur sexuel qui est Jeffrey Epstein. Votre livre enquête, paru donc cette semaine, s'ouvre sur une séquence à l'été 2010, ici à Paris. Je donne quelques éléments de contexte. Jeffrey Epstein a mis le cap sur la capitale française après être sorti de prison en Floride. Il avait été condamné pour prostitution de mineurs. Il arrive en France plutôt léger, on peut le dire comme ça, pas du tout inquiété. Et il reçoit même de nombreux messages de personnalités qui lui souhaitent de profiter de cette liberté retrouvée. À ce moment-là, il continue, ou plutôt il recommence à bâtir ce que vous allez appeler un labyrinthe de l'horreur et un système à se taper la tête contre le mur. La phrase est écrite dans cet ouvrage. Voilà, on a un extrait de cette page 11 de cet ouvrage où il reçoit donc ces encouragements à profiter. Pourquoi est-ce qu'elle part de là, votre enquête, de cette avenue Foch ? Alors, vous avez parlé du fait que le livre commence sur cet été 2010, son retour à Paris. On a trouvé que c'était très très significatif parce que, en fait, à ce moment-là de sa vie, ça fait 5 jours que Jeffrey Epstein est un homme libre. Il a été condamné 2 ans plus tôt à une peine très très mince d'1 an de prison avec sursis et 1 an d'arrêt domiciliaire pour une affaire terrible qui implique de nombreuses mineures de Palm Beach qu'il a violées, qu'il a recrutées, qu'il a agressées sexuellement à de multiples reprises, des filles qui sont aussi jeunes que 14 ans. Et il a réussi, grâce à ses amitiés, à avoir une peine très, très, très faible. Et même une donc, immunité, hein. Pardon ? Et même une espèce d'immunité. Une immunité, effectivement, c'est ça le pire, hein, c'est qu'il a une immunité. Et que, en fait, il choisit donc, au moment de sa libération, de mettre le cap sur la France. 5 jours après sa libération, où il a acquis un appartement en 2001, donc avenue Foch, comme vous l'avez dit. Et en fait, c'est pas pour rien qu'il va à Paris, c'est-à-dire que Paris, c'est une ville qu'il connaît bien depuis des années. Il aime cette ville et il va l'aimer de plus en plus parce que après sa condamnation aux États-Unis, son image est quand même écornée. C'est pas le cas en France, où il se sentira libre jusqu'au bout de sa vie, enfin jusqu'à son arrestation du moins. Où il fera de longues promenades dans Paris, et par ailleurs, il pourra pas le faire aux États-Unis, où il sera quand même un homme de plus en plus traqué. C'est aussi là où il a bâti tout son système de prédation, notamment après cette première condamnation. Il y a ces jeunes filles qu'il présente parfois même à ses invités comme ses esclaves sexuelles, il le dit sans détour, des jeunes femmes qu'il arrive à soumettre, sur lesquelles il exerce une emprise, dont il fait aussi parfois ses complices. Il y a notamment le cas assez concret d'Inès. Je renvoie là encore à la lecture du livre. Il y a une question que vous abordez dans le livre, vous dites en fait que s'il n'était pas mort en prison, la question de son obsession sexuelle aurait fait l'objet d'une séquence importante lors de son procès. Il n'y aura donc pas de procès de son vivant. Et vous donnez un détail, et je n'ai jamais lu ce détail auparavant, sur son anatomie, sur une malformation. Est-ce que ça, c'est un élément qui peut expliquer le comportement de ce prédateur? Est-ce qu'il y a déjà eu à votre connaissance une expertise peut-être psychiatrique ou un profilage autour de cet homme pour expliquer pourquoi il agissait comme ça? Non, non. C'était une information qui était connue. Enfin, il y a une confrontation célèbre entre un des avocats américains et Jeffrey Epstein sur ce sujet précis. En fait, pour nous, c'était pas un détail cette information-là parce que pour plusieurs raisons. La première, je pense, et la plus importante, c'est que en fait, quand on regarde l'affaire Jeffrey Epstein dans son entièreté, il faut garder à l'esprit que il n'a jamais été dénoncé.
Il y a très peu, à part par les mineurs de Palm Beach, il y a très peu de femmes qui ont dénoncé ces agissements. Et ces témoignages, vous les avez recueillis tout au long de votre enquête de 8 mois plus tard, après sa mort. C'est ça. En fait, tous les gens qui ont parlé, qui ont dénoncé ces agissements, à part quelques cas isolés, l'extrême majorité des femmes qui ont subi ces violences ont parlé après sa mort. Une fois qu'elles s'étaient libérées d'une certaine façon de l'emprise de cet homme. Cette histoire d'anatomie, en fait, ça a un impact sur la façon dont il agresse sexuellement ces femmes, qui est assez particulière, qui ne correspond pas, on va dire, au prototype du viol tel qu'on l'imagine. Notamment, il faut penser que ces viols ont parfois lieu dès les années 90 et les années 2000. C'est des jeunes femmes étrangères et elles se font agresser sexuellement par Jeffrey Epstein d'une manière, on va dire, peu orthodoxe. Cela induit dans leur esprit une confusion. C'est-à-dire qu'il les met en confiance au départ. Parce qu'il les met en confiance et aussi parce qu'il ne les viole pas vraiment par pénétration, mais de différentes façons. Et elles ne savent pas qu'il s'agit d'un viol. Donc il y a aussi ça, c'est qu'elle ne le dénonce pas pendant des années à cause de ça. Donc c'est pour ça que c'était important. L'autre chose, c'est aussi que ce point-là sur lui éclaire peut-être aussi sa personnalité et d'une certaine façon quelque chose qu'on voit souvent quand même dans les affaires de violences faites aux femmes, une volonté d'une certaine façon pour cet homme de se venger et d'humilier les femmes pour une raison ou une autre. En fait, c'est pas tant une question de besoin sexuel, qui d'ailleurs est une notion qui est parfaitement fallacieuse, ni tellement d'obsession, qui est un terme que nous avons nous-mêmes utilisé, mais plus une volonté de asseoir sa domination sur les femmes. Et en fait, ce qui revient souvent dans les agressions sexuelles, c'est une volonté de les humilier, de se moquer d'elles parce qu'elles sont mal à l'aise, de vraiment jouer sur, de vraiment, comment dire, les briser mentalement sur leur manque de confiance en elles. C'est souvent des jeunes femmes diplômées, brillantes, promises à un parcours. C'est aussi comme ça qu'il les tire dans ses filets en leur promettant des postes dans la finance. Exactement. Il y a tellement à dire, on va manquer de temps à Emmanuelle Andréani. Il y a aussi tout le système de protection dont il a bénéficié, des personnalités qui savaient, qui se posaient des questions, qui étaient mal à l'aise aussi lors de certaines soirées, qui ne parlaient pas forcément. Mais je voudrais aussi qu'on s'intéresse aux victimes, parce que c'est grâce aussi à leurs témoignages que vous avez pu sortir cette enquête, qu'il qualifie aussi d'esclaves, je disais, privés de procès aujourd'hui. Comment est-ce qu'elles se reconstruisent? Comment est-ce qu'elles se réparent? Peut-être si on reste sur le cas d'Inès. C'est très dur. C'est très dur. Beaucoup de ces jeunes femmes m'ont dit que si Jeffrey Epstein n'était pas mort, elles ne savent pas si elles auraient réussi à être libres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est vraiment le sujet qui me tient le plus à cœur dans cette enquête, c'est le phénomène d'emprise qui est vraiment extrêmement violent, dont les victimes ont le plus de mal à se défaire, et on sent qu'aujourd'hui elles sont, et finalement à vie, elles resteront d'une certaine façon, où une partie de leur personnalité restera sous l'emprise de cet homme. C'est très dur de se défaire de ces mécanismes-là, et il y a des jeunes femmes qui ont effectivement, il y a Inès, il y a Svetlana aussi, il y a énormément d'autres jeunes femmes à qui on a parlé, qui sont restées sous l'emprise de cet homme pendant une dizaine d'années, ou en tout cas pendant des années. Et personne pour rendre compte? Non. Aujourd'hui, il y a quand même en France, sur le territoire français, il y a un complice présumé de Jeffrey Epstein qui se fait appeler Daniel Siad, qui est un homme qui a été connu dans le milieu du mannequinat pour être ce qu'on appelle scout, qui est la profession consistant à chasser en fait les mannequins et trouver de nouveaux visages, etc. Dont notre enquête, des dizaines d'interviews et les emails rendus disponibles par le département de la justice américaine tendent à démontrer que il aurait présenté des dizaines voire des centaines de jeunes femmes à Jeffrey Epstein, à Paris, mais aussi à New York, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui opérait principalement depuis le territoire français. C'est la dernière personne aujourd'hui qui peut... s'il y a un procès un jour, on va dire que c'est les autres Jean-Luc Brunel, l'agent français complice d'Epstein étant mort, c'est le dernier... C'est le dernier survivant de cette affaire. Venir s'expliquer. Merci beaucoup Emmanuelle Andréani. Epstein, ce que vous n'avez jamais lu, on le doit aussi à Anthony Monsuy, cet ouvrage. Et je précise qu'il y a plus de 2 millions de documents qui n'ont pas encore été exploités. Oui. Merci beaucoup d'être passé par notre plateau. Merci à vous.
On en vient maintenant à cette distinction. La ville de Paris a attribué la citoyenneté d'honneur aux civils et journalistes palestiniens. Nous tendons la main à un peuple tout entier, a affirmé le maire de la capitale, le socialiste Emmanuel Grégoire, devant le Conseil de Paris en présence, vous la voyez à l'image, de l'ambassadrice de Palestine en France, Hala Abou Assira, longuement applaudie au moment de cette cérémonie. Voilà pour cette image. On en vient à ce nouvel épisode de canicule intense qui enveloppe le pays, soit plus de 40 millions de Français éprouvés par cette chaleur extrême. Une séquence qui met en lumière la fragilité dans les hôpitaux, dans nos écoles, dans nos crèches. Vous voyez ce reportage de nos confrères de France Télévisions. Dans les couloirs de cet hôpital pour enfants à Tours, des moyens de fortune. Ventilateurs devant les berceaux, couverture de survie aux fenêtres sur ces images que nous nous sommes procurées. Et cette chambre, il y fait 30 degrés. Ce bébé est né en avril. Il souffre d'une malformation cardiaque. Son père filme. Surtout les enfants malades. Nous sommes en train de tous transpirer avec un ventilateur pour nous rafraîchir. Notre seule manière d'avoir de l'air, c'est de pouvoir entrouvrir une fenêtre mais bloquée par un cadenas. Des conditions extrêmement difficiles alors que le bébé a subi une importante opération il y a 2 jours. La maman sort de l'hôpital pour nous raconter son inquiétude. Il a déjà du mal à se réguler, en plus il a de la température, il fait très chaud, on n'arrive pas à descendre la température, donc c'est très très difficile pour lui et ça fatigue encore plus son cœur. Donc forcément on prend du retard sur sa guérison parce qu'au lieu de chercher à se guérir, il cherche déjà à se refroidir. La direction de l'hôpital affirme que la rénovation est en cours. 3 des 5 bâtiments sont déjà rafraîchis et des centaines de fenêtres seront changées à partir de la semaine prochaine. Face à la chaleur, les moyens du bord. Couverture de survie aussi dans cet hôpital à Dax ou sur les fenêtres de cette école à Guéret. En banlieue parisienne, ce sont les parents eux-mêmes qui ont acheté et posé ces isolants avec l'accord de la mairie. La mesure divise. Faute de mieux, c'est déjà pas mal. Ça peut permettre de protéger, c'est bien. C'est un peu du bricolage. On peut dire ça, on peut dire un peu du bricolage. Le maire de la ville reconnaît avoir accepté toutes les bonnes volontés pour parer au plus urgent. Nos bâtiments, que ce soit nos écoles, nos crèches, nos équipements, ne sont pas adaptés puisqu'ils ont été conçus à des périodes où on n'était pas soumis à ces fortes températures. Donc on s'adapte par des mesures d'urgence. Presque 800 écoles et collèges vont modifier leur emploi du temps ou même fermer leurs portes lundi et mardi. Les élèves sans solution seront accueillis dans des établissements moins exposés. L'international marocain Achraf Hakimi, en ce moment aux États-Unis pour disputer le mondial, sera bien jugé pour viol devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine. Décision de justice rendue cette semaine en France. Une jeune femme l'accuse depuis février 2023. Elle lui s'en défend et continue de nier ses allégations. Et puis une image aussi à retenir, celle des obsèques de Marjane Satrapi au cimetière du Père-Lachaise à Paris. La cérémonie était ouverte au public, un ultime hommage à l'artiste mondialement connu pour sa bande dessinée, son long métrage Persépolis. Marjane Satrapi avait 56 ans. Voilà pour ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi.